J'ai annulé mon mariage après que mon fiancé a dit qu'il ne rayerait jamais son ex-femme de sa vie à cause de leur histoire commune. Le message a illuminé son téléphone pendant que nous nous disputions à propos de récipients de plats à emporter. Il les avait encore laissés sur la table basse. Je lui avais demandé de les jeter et il a attrapé son téléphone avec la patience épuisée d'un homme qui semblait croire que les corvées comme les émotions étaient des attaques personnelles. Je n'essayais pas de lire l'écran, mais l'aperçu était juste là. Est-ce qu'on fait le dîner d'anniversaire de ton père comme d'habitude cette année? C'était de la part de son ex. Je l'ai regardé. Pourquoi te demande-t-elle pour le dîner d'anniversaire de ton père? Il a verrouillé le téléphone. Parce qu'elle vient toujours. Nous étions ensemble depuis 5 ans. Il vivait dans ma maison depuis 3 ans et nous étions fiancés depuis presque 1 an. J'avais acheté la maison avant de le rencontrer, après avoir travaillé des heures ridicules dans un cabinet d'architecte et survécu avec de la nourriture bon marché pendant la majeure partie de ma vingtaine. Les planchers étaient inégaux, les placards ne fermaient jamais correctement et la porte arrière se coinçait chaque fois qu'il pleuvait. Mais elle était à moi. Quand il a emménagé, j'ai vidé la moitié du placard, je lui ai donné le plus grand tiroir de la salle de bain et j'ai essayé de ne pas remarquer à quelle vitesse ses affaires sont devenues les nôtres tandis que les responsabilités restaient principalement les miennes. Rien de tout cela ne me dérangeait assez pour que je le mentionne à l'époque. Il faisait les courses, s'occupait du jardin quand il s'en souvenait et pouvait réchauffer la maison simplement en chantant faux dans la cuisine. Je croyais sincèrement que nous construisions une vie commune. Le mariage semblait être la prochaine étape évidente, pas une tentative de sauvetage ou une date limite. C'est en partie pourquoi le message m'a tant troublé. Je ne pensais pas être en compétition pour lui. Je pensais que la compétition s'était terminée des années avant mon arrivée. Son ex avait été en arrière-plan depuis le début. Elle était apparue au déjeuner de retraite de sa mère. Au barbecue de quartier, au brunch de fête et au voyage en famille. Elle était sortie avec lui pendant des années avant moi, et leur rupture avait soi-disant été si amicale que les deux familles avaient décidé que rien ne devait changer. Au début, je me suis dit que tout le monde était émotionnellement évolué. J'étais sorti avec des femmes et des hommes avant lui et je parlais encore occasionnellement à un ancien partenaire, donc je comprenais qu'une rupture n'exigeait pas la politique de la terre brûlée. Mais un contact occasionnel n'était pas la même chose que de s'enquérir des traditions familiales comme si elles faisaient encore partie du comité d'organisation. J'ai demandé s'il pensait que c'était étrange. Il a soupiré avant que j'aie fini. Ardent, nous en avons déjà parlé. Nos familles sont proches. Je n'ai demandé à personne de cesser d'être proche. Alors que demandes-tu? Je détestais cette question parce que j'avais passé des années à prétendre que je n'avais pas besoin d'une limite claire. Pourquoi agit-elle encore comme si elle faisait partie de ta famille immédiate? Parce que tout le monde est assez mature pour le gérer. Mature était le mot préféré de sa famille. Mature signifiait que personne n'avait à se sentir mal à l'aise, sauf moi. Mature signifiait que son ex pouvait se présenter partout. Mais si je réagissais, j'étais peu sûr de moi. J'ai dit que je n'essayais pas de déclencher une dispute. Il a dit que j'en avais déjà déclenché une. Puis il a emporté les récipients dans la cuisine avec une patience exagérée pendant que j'étais assise sur le canapé, me sentant jalouse, embarrassée et agacée contre moi-même de me sentir jalouse. Chaque fois que quelque chose me dérangeait, je mettais mon propre inconfort en procès. Étais-je contrôlante, trop sensible, en train de projeter? Le temps que j'arrive à un verdict, tout le monde était passé à autre chose, et je m'excusais pour le ton d'une conversation que j'avais à peine eu le droit d'avoir. Il est revenu, m'a embrassé sur la tête et a dit, « C'est toi que j'épouse. » Je voulais que cela suffise. Alors, j'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber le sujet. C'était mon talent spécial dans cette relation, confondre la fin d'une conversation avec la résolution d'un problème. Quelques semaines plus tard, ses parents ont organisé une fête d'anniversaire pour son père. C'était censé être simple, ce qui dans le monde de sa mère signifiait quand même des serviettes pliées, des cartons de table manuscrits et assez de nourriture pour un petit mariage. Son ex est arrivé avec un plat en daube et du vin. Elle a embrassé sa mère, a serré son père dans ses bras et est entrée dans la cuisine sans demander où les choses allaient. Elle savait quel placard contenait les plats de service, où se trouvait la glace supplémentaire, quelle tante buvait du décaféiné et quel cousin détestait les oignons. On me rappelait encore quelle salle de bain les invités devaient utiliser. Elle a ri avec sa mère d'une vieille histoire pendant que mon fiancé semblait soulagé que tout le monde s'entende bien.
J'avais l'impression d'être la seule personne dans la pièce à avoir manqué une règle importante. Sa mère a remarqué que je regardais et s'est approchée avec l'expression douce qu'elle utilisait chaque fois qu'elle s'apprêtait à corriger quelqu'un tout en ayant l'air compatissante. « Tout va bien ?» J'ai dit oui, puis j'ai ajouté, « C'est juste inhabituel pour moi. » « Qu'est-ce qu'il est ?» J'ai jeté un coup d'œil vers son ex. À quel point elle est encore impliquée. Sa mère a souri. Elle avait été thérapeute avant de prendre sa retraite, et chaque désaccord avec elle devenait en quelque sorte une leçon. Maintenir l'affection après la fin d'une relation peut être un signe de maturité émotionnelle. Tous les liens n'ont pas à devenir hostiles. Je suis d'accord. Je pense juste qu'il y a une différence entre rester amis et être toujours traité comme une fille. Son père nous a rejoints et a dit que les deux familles étaient proches depuis des décennies. Leurs parents avaient passé des vacances ensemble, assisté à des funérailles ensemble et partagé les fêtes. Couper les ponts avec quelqu'un, a-t-il dit, signifierait choisir un camp. Personne ne lui demandait de couper les ponts avec les parents de celle-ci. Pourtant, ils avaient déjà choisi un camp. Ils avaient simplement décidé que le mien était impoli d'exister. Mon fiancé en a entendu assez pour comprendre le sujet et l'a immédiatement changé. Son père est allé vérifier le grill. Sa mère m'a offert plus de vin. Le moment s'est refermé avant que je puisse dire quoi que ce soit d'utile. Mes parents étaient là aussi. Pendant le dîner, ma mère a regardé son ex s'asseoir à côté de sa mère. Passer les assiettes et rire avant que son père n'atteigne la chute d'une vieille blague. Sur le chemin du retour, elle a finalement dit, c'était un peu étrange. Mon fiancé était venu en voiture séparément et était resté pour aider à nettoyer. Je suis donc rentré avec mes parents et j'ai demandé si je réagissais de manière excessive. Ma mère a hésité. Je n'en sais pas assez pour le dire. Assure-toi juste de pouvoir lui parler. J'ai ri sans humour. C'est ça le problème. Le temps que mes parents me déposent, il était déjà rentré à la maison et s'était mis en pantalon de survêtement. Je lui ai dit que mes parents avaient remarqué à quel point son ex était proche de la famille. Il a levé les yeux au ciel. Alors maintenant tes parents sont impliqués. Ils étaient là. Ils ont des yeux. Ta mère n'a jamais aimé ma famille. Ce n'était pas vrai. Ma mère avait passé des années à apporter des cadeaux attentionnés, à se souvenir des anniversaires et à supporter l'habitude de sa mère d'analyser tout le monde pendant le dessert. Mais il était déjà sur la défensive et j'étais fatigué. Il a dit qu'il ne voulait pas que cela devienne un gros problème avant le mariage. Je me tenais dans l'embrasure de la porte en pensant que c'était déjà un gros problème. Je n'avais simplement pas encore compris que j'étais la seule personne censée continuer à le traiter comme un petit problème. Le mariage était prévu pour le début de l'automne, donc les mois qui ont précédé sont devenus un tourbillon de contrats, de listes d'invités, de dégustations de plats et de disputes déguisées en logistique. Ses parents payaient une grande partie de la cérémonie. À l'époque, j'étais reconnaissante. Plus tard, j'ai compris que l'argent peut être un cadeau tout en gardant une main sur le volant. Sa mère a pris en charge le plan de table car elle prétendait mieux comprendre la dynamique familiale. Je travaillais de longues journées au cabinet pendant que nous préparions une proposition pour la restauration d'un vieil immeuble du centre-ville, alors je l'ai laissé s'en occuper. L'organisatrice de mariage nous a invités à examiner la disposition finale dans un café. Mon fiancé est arrivé en retard et a passé les premières minutes à répondre à des messages pendant que je vérifiais les tables. Puis, j'ai vu le nom de son ex. Elle était assise à la table familiale à côté de sa tante et directement en face de ses parents. Pourquoi est-elle assise là? L'organisatrice l'a regardé. Il a regardé le plafond. Ma mère l'a placé, a-t-il dit. Le savais-tu? Je savais qu'elle était invitée. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il a fait une pause. Ces pauses étaient généralement l'endroit où la vérité allait se cacher. Je ne pensais pas que ce serait un gros problème. J'ai poussé la disposition vers lui. Elle est assise plus près de tes parents que moi. Tu es à la table d'honneur. Tu es la mariée. Exactement. C'est ton ex. Pourquoi est-elle présentée comme faisant partie de la famille immédiate? Il s'est frotté le front. Peut-on ne pas faire ça ici? Nous ne pouvions jamais le faire à la maison parce qu'il était fatigué, chez ses parents parce que ça les embarrassait ou en public parce que c'était inapproprié. Apparemment, chaque endroit du pays était inadapté pour discuter du problème qui nous suivait partout.
L'organisatrice a suggéré de déplacer son ex à une table avec des amis de longue date de la famille. Je l'ai remercié. Il a dit que nous devrions laisser ça jusqu'à ce qu'il parle à sa mère. C'est notre mariage, ai-je dit. Et elle en paie une partie. C'était là, clair et laid. Je lui ai rappelé un voyage en famille 2 ans plus tôt. J'attendais l'approbation pour prendre des congés et sa mère m'a prévenu qu'il n'y aurait peut-être pas de place pour moi si je confirmais tard. Son ex était déjà incluse. Quand j'y suis finalement allé, elle avait la chambre d'amis parce qu'elle avait confirmé la première pendant que je dormais à côté d'un ventilateur cassé. Il a dit que je collectionnais les incidents parce qu'il y a des incidents à collectionner. Il m'a regardé comme si j'étais devenu épuisante en temps réel. Je lui ai dit que je soulèverais la question lors du dîner que nos parents avaient la semaine suivante. Il m'a demandé de ne pas transformer le dîner en une intervention. Je ne veux pas d'intervention. Je veux une réponse. Il m'a traité de dramatique. J'aimerais pouvoir dire que j'ai tout annulé à ce moment-là. Au lieu de cela, je suis restée assise à examiner des échantillons de linge de table pendant que ma poitrine se serrait, j'ai approuvé une nuance de crème que je n'aurais pas pu identifier sous serment, et je suis retourné au travail. Cet après-midi-là, je suis retourné corriger des mesures sur une autre façade historique. Les vieux bâtiments, contrairement aux gens, vous disent généralement exactement où se trouvent les fissures. Le dîner entre nos familles était censé être agréable. Ma mère a choisi un restaurant du centre-ville et a dit qu'il serait bon de s'asseoir ensemble sans classeur de mariage. Elle prévoyait également de poser des questions sur le plan de table parce que je lui avais finalement raconté toute l'histoire. J'ai prévenu mon fiancé dans la voiture. Ma mère pourrait en parler. Pourquoi ta mère a-t-elle besoin d'être impliquée dans notre plan de table? Parce que ta mère est impliquée dans notre plan de table. Il n'a rien dit. La conversation est restée prudente pendant la majeure partie du repas. Le travail, le temps, le stationnement, le nouvel appartement d'un cousin. Sa mère a posé des questions sur la proposition de restauration, et quand j'ai expliqué que je pourrais rejoindre l'équipe, mon fiancé a plaisanté en disant que j'étais déjà marié à mon travail. Tout le monde a ri sauf moi. Après l'arrivée du plat principal, ma mère a posé sa fourchette. J'avais une question sur le placement au mariage. Ardan a mentionné que l'ancienne petite amie de votre fils est à la table familiale. Y a-t-il une raison? Sa mère a souri prudemment. Elle fait partie de notre cercle familial depuis de nombreuses années. Je comprends, a dit ma mère. Mais cela pourrait être déroutant pour les invités. Son père a répondu que tous ceux qui les connaissaient comprenaient la relation. Mon père a souligné que tous les invités ne connaissaient pas leur histoire. Cela aurait dû être gênant mais gérable. Au lieu de cela, mon fiancé a posé son verre trop fort. C'est exactement la pensée dépassée dont je parle. Ma mère a cligné des yeux. Dépassée? L'idée que les gens doivent se détester après une rupture. Personne ne demande à quiconque de la détester, ai-je dit. Alors pourquoi cela devient-il un débat public parce que tu ne veux pas en discuter en privé? Sa mère a levé la main. Ne nous accusons pas les uns les autres. Son fils avait insulté ma famille, mais l'accusation était apparemment l'urgence. Mon père a demandé pourquoi une ancienne partenaire se voyait accorder une place d'honneur au mariage. Elle est assise à une table, a dit mon fiancé. Avec ta famille, ai-je répondu. Elle est de la famille pour eux. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Ma mère a demandé où cela me laissait. Sa mère a dit, il y a de la place pour plus d'une relation significative dans un système familial. Je l'ai dévisagé. Je ne vous demande pas d'arrêter de vous soucier d'elle. Je vous demande de ne pas la traiter comme la partenaire de votre fils à notre mariage. Son père a insisté sur le fait que personne ne faisait cela. Alors déplacez-la. La table est devenue silencieuse. Mon fiancé avait l'air furieux parce que j'avais finalement rendu la demande impossible à noyer. Il a dit que je n'avais pas à dicter qui ses parents considéraient comme de la famille. J'ai mon mot à dire sur qui s'assoit à la table familiale à mon mariage. Notre mariage? Génial. Alors utilise ta moitié de mots à dire. Il a ri sans humour. C'est de l'insécurité, Ardan. Ma mère lui a demandé de ne pas me parler comme ça. Il a accusé ma famille de se soucier des apparences et a dit que j'avais recruté mes parents pour lui mettre la pression. Les gens aux tables voisines ont commencé à regarder. Je sentais la chaleur monter à mon cou.
Je voulais disparaître et renverser la table en même temps. J'ai dit, je demande une seule limite. Il m'a regardé comme si j'avais menacé de brûler la maison de son enfance. Puis il s'est levé. Il a repoussé sa chaise lentement et s'est tenu debout avec la confiance de quelqu'un qui croyait que la pièce finirait par se plier autour de lui. Elle va être dans la vie de ma famille, a-t-il dit. Anniversaire, fête, mariage, future célébration, tout ça, en permanence. Son père a dit son nom en guise d'avertissement. Sa mère a attrapé son bras. Il les a ignorés tous les deux. Si tu ne peux pas accepter ça, peut-être que tu ne devrais pas te marier. La phrase flottait au-dessus de la table. Même ses parents semblaient mal à l'aise. C'était important car cela signifiait qu'il était allé au-delà de leur langage habituel sur la maturité et les liens familiaux. Il avait rendu le choix clair. La place de son ex était permanente. La mienne dépendait de mon acceptation. Il attendait que je cède. Je connaissais cette expression. C'était le regard qu'il me lançait après les disputes quand il s'attendait à ce que je m'excuse d'avoir rendu les choses désagréables. Habituellement, je le faisais. J'adoucissais ma voix, promettais de travailler sur mon insécurité, et j'appelais ça un compromis. Je suis resté assise assez longtemps pour qu'il se détende légèrement. Puis j'ai dit, tu as raison. Ses épaules sont tombées. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et j'ai ajouté, je ne devrais pas t'épouser. Personne n'a bougé. Il a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit, je ne devrais pas t'épouser. Ardent, ne sois pas ridicule. Ridicule, émotive, peu sûr de moi, dramatique. Toutes les étiquettes s'alignaient, prêtes à m'expliquer. Mais quelque chose en moi s'était tu. Pas calme exactement, plutôt comme une panne de courant. J'ai regardé mes parents. On peut y aller? Ma mère s'est levée immédiatement. Mon père a posé de l'argent sur la table avec des mains tremblantes. Mon fiancé a contourné sa chaise. Tu pars vraiment à cause de ça? Non, je mets fin au mariage à cause de ça. Sa mère nous a dit de nous asseoir parce que les émotions étaient vives. Son père a dit que tout le monde avait besoin de se calmer. Mon fiancé a ri et m'a dit que nous parlerions quand j'arrêterais de faire un spectacle pour mes parents. Cette phrase m'a suivi à travers le restaurant. Dehors, ma mère a tendu la main vers moi, mais je me suis écarté parce que je savais que je m'effondrerais si elle me touchait. J'ai dit que je ne voulais pas en discuter sur le parking. Mon père a demandé s'il devait me ramener à la maison. Dans la voiture, personne n'a parlé pendant plusieurs pâtés de maison. Puis j'ai dit, j'aurais aimé que l'un de vous dise quelque chose plus tôt. Ma mère s'est retournée. À propos de quoi? La façon dont ils me parlent. La façon dont ils me font sentir folle. Mon père avait l'air accablé. J'aurais dû l'arrêter ce soir. Tu as essayé. Pas assez. Ma mère a dit qu'ils avaient eu peur qu'en insistant trop, je le défende et que je m'éloigne. Elle n'avait pas tort. J'avais traduit ses humeurs, justifié les commentaires de sa mère et expliqué leurs préoccupations. Admettre qu'ils avaient raison m'aurait forcé à agir. À la maison, les faire-part de mariage étaient empilés près du mur. Le lieu, les acomptes, le traiteur, la robe et les invités m'ont frappé d'un seul coup. Ma mère a demandé si j'étais sûr. Je me suis assise sur le canapé, les deux mains sur le visage. Oui. Je n'étais pas sûr de comment j'allais survivre à la semaine suivante. J'étais sûr que je ne l'épousais pas. Après le départ de mes parents, j'ai appelé l'organisatrice de mariage. Il était tard, mais elle a répondu. Le mariage est annulé, ai-je dit. Elle est restée silencieuse une seconde. Es-tu en sécurité? Cette question m'a presque brisé. Je lui ai dit oui. Il n'y avait pas eu de violence physique, juste un ultimatum public et un moment de clarté que j'aurais préféré avoir avant de payer les acomptes. Elle a demandé si je voulais que tout soit mis en pause ou formellement annulé. Annuler tout ce qui est à mon nom. Annulez-le. N'autorisez pas de nouveaux paiements. Elle a promis d'envoyer une liste montrant quels contrats étaient les miens, partagés ou signés par son père. Certains acomptes n'étaient pas remboursables. D'autres pourraient être partiellement récupérés. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé une feuille de calcul parce qu'apparemment c'est ainsi que les architectes font des dépressions nerveuses. Lieu, traiteur, photographe, location, fleurs.
J'ai noté les montants, les échéances et les signatures. Le travail pratique m'a empêché de penser au fait que j'avais mis fin à mes fiançailles moins de 2 heures plus tôt. Mon téléphone a sonné à plusieurs reprises. Mon fiancé, sa mère, son père. Puis un message est apparu de son ex. Avant de répondre, je suis monté chercher des vêtements propres et j'ai vu ma robe de mariée suspendue dans le placard de la chambre d'amis. J'ai ouvert la housse juste assez pour voir le tissu, puis je l'ai refermée si vite que la fermeture éclair s'est coincée. Je n'étais pas prête à ce que la robe devienne une preuve. Elle avait été ajustée pour moi, payée et discutée par les femmes de ma famille qui avaient pleuré quand je l'ai choisie. Maintenant, elle ressemblait moins à un vêtement qu'à une accusation très coûteuse. Est-il vrai que le mariage a été annulé? J'ai tapé « Pourquoi me le demandes-tu » et je l'ai effacé. Puis j'ai tapé « Félicitations » je l'ai effacé aussi. Et j'ai posé le téléphone face contre terre. Vers minuit, mon fiancé est rentré. Il m'a trouvé à la table de la cuisine, entouré de contrats. Tu annules sérieusement les fournisseurs? Oui. Tu n'as même pas attendu que nous parlions. Nous avons parlé au dîner. Ce n'était pas une vraie conversation. C'était assez réel pour que tu me dises de ne pas t'épouser. Il a dit que les gens disent des choses quand ils sont en colère. Tu t'es levé pour le dire. Il a arpenté la cuisine, disant que je l'humiliais et que j'embarrassais ses parents. Il s'est inquiété des fournisseurs et des commérages avant de me demander si j'étais blessé. Quand je l'ai fait remarquer, il a dit « Bien sûr, je sais que tu es blessé. » Alors dis ce que tu as fait. J'ai défendu ma famille. Tu as choisi la place permanente de ton ex au lieu de notre mariage. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Un instant, il s'est assis le visage dans les mains, et j'ai vu l'homme que j'avais aimé. Il m'avait fait du café avant mes réunions matinales, réparé la porte qui coinçait et était resté à mes côtés quand mon père avait été opéré. Les mauvaises relations ne sont pas entièrement faites de mauvais moments. Il pouvait être tendre et pourtant me faire douter de ma réalité chaque fois que mes besoins le dérangeaient. Il m'a demandé de dormir avant de prendre une décision finale. Je lui ai dit que l'annulation avait déjà commencé. « Tu as vraiment fait ça » a-t-il dit. J'ai failli m'excuser. Au lieu de cela, j'ai dit « Tu m'as montré à quoi ressemblerait mon avenir. Je t'ai cru. » Il a dormi dans la chambre d'amis. Je suis resté éveillé à l'écouter bouger derrière le mur. Avant le lever du soleil, l'organisatrice a envoyé le résumé des contrats. 10 minutes plus tard, son père a appelé. Son père a commencé par l'argent. Comprends-tu ce que cette annulation va coûter? Je me tenais dans la cuisine, tenant une tasse vide. Bonjour à vous aussi. Il a énuméré les acomptes, les locations et les soldes, puis a mentionné avoir parlé à un avocat. Je lui ai dit que j'honorais tout contrat que j'avais signé et rien de plus. Je lui ai également rappelé que son fils avait lancé l'ultimatum devant les deux familles. Cela ne te donne pas le droit de créer des dommages financiers. Cela me donne le droit de ne pas me marier. Il a dit que j'agissais impulsivement et que nous en discuterions quand je serais plus calme. Je détestais comment tout le monde traitait le calme comme une condition future que je devais remplir avant que mes décisions ne comptent. Quelques heures plus tard, sa mère a appelé avec une approche plus douce. Les décisions importantes prises sous le coup de l'émotion peuvent sembler très certaines. Elle a dit, « S'il te plaît, ne diagnostique pas ma rupture. Je ne te diagnostique pas. Tu utilises un langage clinique pour me dire que je ne sais pas ce que je veux. » Elle m'a demandé de laisser de la place à la réparation. Je lui ai dit que la réparation aurait nécessité que son fils se soucie de ma limite avant que je ne mette fin au mariage. Elle a suggéré une thérapie. Pourquoi faire? Pour négocier quelle part de mon mariage appartient à son ex. Elle a qualifié cela d'injuste. J'ai qualifié cela de cadrage et je lui ai dit que la décision était finale. Ce soir-là, mon fiancé est entré avec sa clé et a trouvé 2 valises près des escaliers. Qu'est-ce que c'est? Vêtements, affaires de travail, médicaments, chargeurs. Je n'ai touché à rien de privé. Tu as fait mes valises? Une partie. J'ai besoin que tu restes chez tes parents pendant que nous organisons le reste. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je vis ici. La maison est à moi. Il m'a regardé comme si la propriété était une surprise tactique. Ce n'était pas le cas. J'avais acheté la maison avant de le rencontrer.
Son nom n'a jamais été sur l'acte de propriété, et il contribuait aux charges et aux courses plutôt qu'à l'hypothèque. Il s'est assis sur le canapé. Je ne pars pas ce soir. Mon cœur battait la chamade, non pas parce que je pensais qu'il me ferait du mal, mais parce que je savais à quel point je pouvais facilement être usé s'il restait. Une excuse, une nuit à ses côtés, et je pourrais commencer à négocier contre moi-même. Alors mes parents viennent, ai-je dit. Tu les impliques encore là-dedans. Ils étaient présents quand tu m'as offert une rupture. Il m'a traité de froide. J'ai dit que le froid était la seule température à laquelle je pouvais fonctionner. Nous avons tourné en rond pendant près d'1 heure. Il a dit qu'il avait besoin de son propre lit. J'ai dit que j'avais besoin de ma propre maison. Il a dit que j'effaçais 5 ans. J'ai dit que 5 ans était la raison pour laquelle ça faisait mal, pas la raison pour laquelle je devais rester. Finalement, il a attrapé une valise et a dit qu'il reviendrait le lendemain. Envoie un texto d'abord. À la porte, il a demandé, « Tu penses vraiment que tu peux me mettre dehors si vite ?» Pour une fois, je n'ai pas adouci la réponse. Regarde-moi faire. La porte s'est refermée. Je l'ai verrouillée, je me suis laissé glisser contre elle et j'ai pleuré si fort que je me suis fait peur. Il est revenu l'après-midi suivant et a demandé à parler avant de prendre d'autres affaires. J'ai accepté parce qu'une partie de moi avait encore besoin d'entendre qu'il ne s'était rien passé avec son ex. La trahison a des catégories, et j'espérais n'avoir vécu que dans la moins humiliante. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine où nous avions choisi les faire-part et mal assemblés des meubles. « Je ne t'ai jamais trompé, a-t-il dit. Physiquement. » Ses yeux ont bougé. Ce n'était pas ma question. Il est devenu sur la défensive. Il n'y a rien eu de physique. La spécificité m'en a dit assez. J'ai demandé s'il savait qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Il a baissé les yeux. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Elle faisait parfois des commentaires. Il a admis qu'elle avait plaisanté en disant que certaines relations ne se terminent jamais vraiment et lui a dit après nos fiançailles qu'elle avait besoin de temps pour s'adapter. Et tu ne me l'as jamais dit? Je ne voulais pas que tu réagisses de manière excessive. Tu l'as caché parce que tu savais que j'aurais un problème. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien caché. Je lui ai montré son message demandant si le mariage était annulé et j'ai demandé comment elle l'avait su avant même qu'il ne rentre à la maison. Une autre pause. Il a admis qu'il lui avait envoyé un texto depuis le restaurant après mon départ. Il s'était également plaint à elle de nos disputes, lui disant que j'étais rigide, stressé par le travail et mal à l'aise avec sa famille. Il avait discuté du litige sur le placement avec elle avant le dîner. Lui as-tu déjà dit que vous pourriez vous remettre ensemble? Non. Lui as-tu déjà dit que cela n'arriverait jamais? Il m'a regardé. Ce silence était la réponse. Tu n'avais pas à lui promettre quoi que ce soit. J'ai dit, tu avais juste à laisser la porte déverrouillée. Il a qualifié cela d'injuste et m'a rappelé qu'il m'avait demandé en mariage, qu'il avait emménagé dans ma maison et qu'il avait planifié un mariage. Tu m'as choisi pour le rôle de partenaire tout en la laissant conserver les privilèges émotionnels. Il a dit, je t'aimais. Passé. Il a fermé les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je voyais. J'avais passé des années à traduire ce qu'il voulait dire en quelque chose de plus gentil que ce qu'il faisait. Nous avons fait les cartons en silence. Quelques jours plus tard, il est revenu avec son père pour les objets plus volumineux. Son père m'a à peine regardé. Avant le dernier chargement, j'ai posé la boîte de la bague sur le comptoir. Garde-la, a dit mon fiancé. Je n'en veux pas. Tu peux la vendre. Je ne vais pas transformer ça en un remboursement. Il a pris la boîte et a posé sa clé à côté de l'évier. Un instant, je m'attendais à des excuses. Au lieu de cela, il a dit, j'espère que tu ne le regretteras pas. Je regrettais déjà certaines parties. Le regret ne signifie pas toujours vouloir revenir en arrière. Parfois, c'est le deuil de la vie que l'on pensait avoir. J'ai dit, j'espère que tu le comprendras un jour. Il est parti sans répondre. J'ai changé les serrures cet après-midi-là. L'histoire a commencé à changer presque immédiatement. Au début, les gens savaient seulement que le mariage avait été annulé. Puis, des amis communs ont envoyé des messages prudents qui rendaient évident qu'ils en avaient entendu plus. J'ai entendu dire que c'était une question de jalousie.
Il dit, tu as exigé que sa famille coupe les ponts avec elle. Est-ce que ça va? Les gens parlent. Selon sa version, j'étais devenu obsédé par son ex, j'avais exigé que ses parents l'effacent et j'avais annulé le mariage lorsqu'ils avaient refusé. L'ultimatum du restaurant a disparu. Dans une version, je me suis levé sans prévenir et j'ai annoncé que tout était fini. Je me sentais humilié. Des invités avaient réservé leur voyage. Des collègues m'avaient félicité. J'ai dû annuler les essayages de la robe et expliquer pourquoi mon congé prévu n'était plus nécessaire. L'administratrice du bureau a essayé d'être gentille et m'a demandé si je voulais quand même garder les jours de congé. J'ai dit non trop vite, puis je me suis caché dans une cabine des toilettes parce que la gentillesse était en quelque sorte plus difficile à supporter que les commérages. Les pires appels venaient de parents éloignés qui voulaient des détails tout en prétendant vouloir me soutenir. L'un m'a demandé si j'avais toujours été jalouse. Un autre a suggéré que je reporte au lieu d'annuler comme si le problème était la pluie. J'ai appris à dire que la relation était terminée et que je n'en discutais pas. Puis à raccrocher avant qu'il ne puisse transformer ma vie en divertissement. Pendant plusieurs jours, je me suis dit que la dignité signifiait le silence. Puis un ami m'a demandé si j'avais vraiment exigé que ses parents cessent de parler à son ex. C'est là que j'ai compris que le silence n'était pas neutre. C'était lui laisser toute la page. J'ai écrit un court message aux personnes les plus proches de nous. J'ai dit que le mariage avait été annulé après qu'il a déclaré devant les deux familles que son ex resterait en permanence incluse dans les anniversaires, les fêtes, les mariages et les futurs événements familiaux. Et que si je ne pouvais pas l'accepter, je ne devrais pas l'épouser. J'ai dit que j'avais choisi de ne pas l'épouser. Certaines personnes m'ont soutenu immédiatement. Un de ses cousins a répondu, c'est ce qui s'est passé. D'autres sont restés silencieux. Une amie de longue date de la famille a appelé et a dit que nous avions tous les deux été émotifs. Un seul d'entre nous a lancé un ultimatum. Elle a dit que les relations exigeaient des compromis. J'ai demandé quels compromis elle suggérait. Une demi-ex à la table familiale, des fêtes en alternance. Elle a rapidement mis fin à l'appel. Mes parents m'ont dit d'arrêter d'interagir. Ils avaient probablement raison, mais la colère faisait que la retenue ressemblait à une capitulation. Je vérifiais constamment les messages, je regardais qui me retirait d'une application de médias sociaux et je cherchais des signes que son ex avait publié quelque chose sur lui. Elle ne l'avait pas fait, ce qui me rendait en quelque sorte plus obsessionnel. Un soir, j'ai relu de vieilles disputes entre mon fiancé et moi. Chaque fois que je soulevais une préoccupation, la conversation se déplaçait vers mon ton. Chaque fois qu'il me blessait, je finissais par le rassurer. J'ai trouvé un message du voyage en famille où je m'excusais d'être difficile après qu'il m'a dit que je devrais être reconnaissante que ses parents m'incluent. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré. Puis je me suis mise en colère contre moi-même, ce qui m'a au moins fait quitter le sol. 2 semaines après le dîner, son ex a demandé à me rencontrer. Elle a dit qu'il y avait des choses que je méritais de savoir et a suggéré un café public. Ma mère a dit de ne pas y aller. Mon père pensait que cela pourrait apporter une forme de conclusion. La thérapeute que j'avais commencé à voir après la rupture m'a demandé ce que j'espérais y gagner. La vérité. Croyez-vous qu'elle puisse vous la donner? Je ne sais pas. Puis j'y suis allé quand même parce que mettre fin à un mariage n'avait pas magiquement fait du bon jugement mon trait de personnalité le plus fort. Elle était déjà au café. Elle avait l'air fatiguée, ce qui m'a agacé. Je voulais qu'elle ait l'air suffisante pour que je puisse la détester efficacement. Elle s'est levée puis a semblé incertaine de savoir si elle devait m'offrir une accolade. Je me suis assise avant qu'elle ne se décide. Elle a commencé par dire qu'elle n'avait jamais couché avec lui pendant notre relation. Il a dit la même chose, mais j'ai franchi des limites émotionnelles. J'ai attendu. Après l'annulation du mariage, il était allé à son appartement, en colère et confus. Il a dit que peut-être que tout s'était produit pour une raison. S'attendant apparemment à ce que la rupture signifie quelque chose pour eux. Elle lui a demandé ce qu'il voulait. Il a dit qu'il ne savait pas. Elle lui a dit qu'elle ne deviendrait pas la personne vers qui il se tournait parce que j'avais finalement cessé d'accepter la situation. Puis il l'a blâmé. Il a dit que son implication avait rendu sa vie de famille plus difficile. Elle lui a rappelé qu'il l'avait encouragée. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Il m'a dit que tu serais à la table familiale. Ma poitrine s'est serrée.
Il a dit que sa mère s'occupait du plan de table. Elle a fait le plan, mais il m'a dit avant le dîner que je restais là et que tu finirais par l'accepter. Il s'était assis à côté de moi dans le bureau de l'organisatrice en feignant l'incertitude tout en l'assurant du résultat. Elle a dit qu'elle aurait dû refuser. Oui, j'aimais être incluse. Oui, elle a admis qu'une partie d'elle avait cru que si elle restait assez proche, il pourrait y avoir une ouverture. J'ai apprécié l'honnêteté et je l'ai détesté de m'avoir fait apprécier quoi que ce soit. Leur rupture n'avait pas été aussi nette que la famille le prétendait. Il y a mis fin parce qu'il se sentait piégé par les attentes du mariage, mais ses parents ont continué à la traiter comme un membre de la famille. Quand il se plaignait de moi, elle croyait parfois que cela signifiait qu'il pourrait revenir. A-t-il déjà dit qu'il voulait que tu reviennes? Non. A-t-il déjà dit clairement qu'il ne le voulait pas? Elle a secoué la tête. Elle m'a montré des messages. Il avait écrit que je devenais folle à propos du plan de table, que sa mère ne la déplacerait pas. Et finalement, elle se calmera. Elle le fait toujours. Cette phrase a fait plus mal que le reste. Il avait bâti sa confiance sur mon habitude de revenir à la paix, peu importe ce que cela me coûtait. J'ai demandé pourquoi elle me le disait maintenant parce qu'il a commencé à me blâmer et j'ai réalisé qu'il nous avait dit à chacune ce qui nous maintenait en place. Cela ne la rendait pas innocente. Elle savait que j'étais mal à l'aise et a accepté la table familiale quand même. Je le lui ai dit. Je sais. Je ne te demande pas de me pardonner. Bien. Avant de partir, elle a dit qu'elle prévoyait de s'éloigner de sa famille. Parce que tu comprends le mal ou parce qu'il ne t'a pas choisi après. Elle a tressailli. Je me suis senti cruel, mais je ne me suis pas excusé. Les deux, a-t-elle dit. C'était probablement la réponse la plus honnête que quiconque m'ait donnée en des mois. Je suis parti avec plus d'informations et aucun soulagement. La conclusion, ai-je appris, n'est souvent qu'un mot plus joli pour recevoir la dernière série de blessures. Un ami commun a appelé plus tard pour dire que sa famille se disputait. J'ai fait semblant de ne pas vouloir de détails, puis j'ai demandé chaque détail. La guérison n'est pas une ligne droite, et parfois elle s'arrête pour des commérages. Son ex avait envoyé des captures d'écran à sa mère, prouvant qu'il encourageait son implication, tout en me disant que le placement était entièrement la décision de ses parents. Sa mère l'a confronté. Son père se souciait principalement de savoir si cela changeait qui était responsable des dépenses du mariage, ce qui était si constant que je l'ai presque admiré. Ce soir-là, sa mère a appelé. Elle semblait moins lisse. Elle a dit qu'elle avait vu les messages et comprenait maintenant qu'il y avait des aspects de la situation qu'elle n'avait pas connus. Vous en saviez assez, ai-je dit. Je savais que tu étais mal à l'aise. Vous avez décidé que préserver l'arrangement familial était plus important. Elle a qualifié cela de dur. J'ai qualifié cela d'exact. Elle a expliqué que son fils avait dit à chaque personne quelque chose de différent. Je voulais demander comment elle avait manqué le schéma, mais je connaissais déjà la réponse. Sa version lui permettait de continuer à croire que la famille était saine. Puis elle a demandé s'il y avait une chance de réconciliation maintenant que la vérité était plus claire. La vérité me rend moins susceptible de revenir. Elle a dit que les erreurs graves pouvaient être réparées. Je suis d'accord. Réparation ne signifie pas toujours réunion. J'ai demandé si elle était désolée. Elle a dit qu'elle était désolée que la situation soit devenue douloureuse. Ce n'est pas la même chose. Elle était encore en train de traiter son rôle. Bien sûr qu'elle l'était. Son rôle nécessitait d'être traité. Le mien avait nécessité de l'accommodement. Les menaces financières ont finalement disparu. J'ai payé les contrats à mon nom. Son père a payé ceux au sien, et nous avons divisé les obligations partagées selon les signatures et les conditions d'annulation. L'organisatrice a récupéré plus que prévu. Personne n'a poursuivi personne. Les documents réels ont mis fin au langage juridique dramatique. Mon ex a envoyé des messages qui oscillaient entre la colère et les excuses. Il a admis que l'ultimatum était une erreur, mais a dit que je l'avais humilié. Notre maison lui manquait. Ses parents étaient impossibles. Son ex l'a trahi en partageant des messages privés. Il voulait s'expliquer. Je l'ai bloqué après le message qui disait « Nous avons tous les deux fait des erreurs. Peut-être l'avions-nous fait. » Je suis resté trop longtemps, j'ai évité les conversations difficiles,
j'ai utilisé le sarcasme quand l'honnêteté semblait trop vulnérable et je l'ai défendu après m'être plainte à des amis. J'avais fait des erreurs. Mais je n'avais pas construit un triangle en l'appelant maturité. Pour la première fois depuis des années, ma maison est devenue silencieuse. Pas paisible immédiatement, juste silencieuse. Il y a une différence. Une fois la catastrophe immédiate réglée, je me suis jeté dans le travail comme quelqu'un qui essaie de fuir ses pensées. La proposition de restauration de mon cabinet concernait un vieil immeuble du centre-ville avec une maçonnerie endommagée, des systèmes obsolètes et des décennies de mauvaises réparations cachées sous des finitions plus récentes. J'avais voulu rejoindre le projet, mais mon fiancé se plaignait chaque fois que le travail dépassait les heures normales. Il ne m'a jamais directement dit que je ne pouvais pas prendre de mission. Il demandait simplement si notre relation était une priorité. Il soupirait quand je travaillais tard et planifiais des dîners les soirs de présentation. Finalement, j'ai appris à méditer avant qu'il n'ait à le demander. Après la rupture, je suis allé voir ma superviseure et j'ai demandé une place dans l'équipe de proposition. Elle a eu l'air surprise. Je pensais que tu voulais un emploi du temps plus léger. Moi aussi. Elle m'a tendu une pile de rapports et m'a dit que nous avions une révision budgétaire dans 2 jours. La première révision majeure s'est mal passée. Une partie de l'estimation des coûts a été contestée et nous avons dû reconstruire des sections de la proposition. J'ai passé un week-end à vérifier les hypothèses et à réécrire le calendrier. À un moment donné, j'ai pleuré dans les toilettes du bureau parce qu'une formule de tableur s'est cassée et que ma capacité émotionnelle était devenue très sélective. Puis je l'ai réparée et je suis retourné à la réunion. Lorsque le cabinet a été présélectionné, on m'a confié la responsabilité d'une partie du plan de stabilisation de la façade. Ce n'était pas une promotion de rêve. Je répondais toujours aux courriels, corrigeais les dessins et discutais des coûts, mais le travail était le mien. À peu près à la même époque, j'ai fait un court voyage seul en utilisant de vieilles économies personnelles sans rapport avec le mariage. J'ai séjourné dans un hôtel simple dans une ville côtière. Ma chambre avait une vue sur un parking et un bout d'océan si je me penchais à gauche. Le chauffage cliquetait toute la nuit et le café du petit déjeuner avait un goût de regret. J'ai adoré. J'ai marché sans vérifier si quelqu'un s'ennuyait. J'ai mangé seul, j'ai lu un livre et j'ai acheté un ridicule bol en céramique dans une boutique locale. La deuxième nuit, j'ai failli l'appeler. Il ne s'était rien passé. Et c'était ça le problème. Pendant 5 ans, il avait été la personne à qui je racontais les petites choses. Mettre fin à la relation n'a pas effacé l'instinct. J'ai pleuré, puis j'ai appelé ma mère à la place. Elle s'est excusée de ne pas avoir parlé plus directement de ce qu'elle avait remarqué. J'ai admis que chaque fois qu'elle laissait entendre une inquiétude, je le défendais. En rentrant à la maison, j'ai sorti les boîtes de mariage du salon. J'ai donné les décorations, vendu la robe dans un magasin de dépôt-vente et gardé un paquet de bougies parce que les bougies ne m'avaient pas personnellement trahi. Le progrès était ordinaire. Je dormais toute la nuit. J'ai arrêté de vérifier qui m'avait retiré en ligne. Je préparais le dîner sans me demander quand il rentrerait. J'ai réparé la porte arrière qui coinçait avec les conseils d'un employé de quincaillerie et une confiance non étayée par l'expérience. Elle coinçait encore un peu. Moi aussi. Des mois après la rupture, sa mère a rappelé alors que j'étais dans ma cuisine avec de la farine sur les mains, essayant de faire du pain pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer. Elle ne m'a pas demandé de me réconcilier avec son fils. Au lieu de cela, elle a admis qu'elle avait utilisé le langage de son ancienne profession pour faire paraître un comportement malsain comme étant mature. Elle a reconnu qu'elle avait protégé l'arrangement familial existant à mes dépens. Ce n'était pas une excuse parfaite. Elle a nuancé les choses et a parlé d'intention, mais c'était plus direct que tout ce qu'elle avait dit auparavant. Je l'ai remerciée. Puis elle a demandé si nous pouvions rester en contact. Non. Elle a semblé blessée. Pas du tout. Je ne te déteste pas. Je ne veux simplement pas de relation avec toi. Les gens comprennent souvent les limites en théorie jusqu'à ce qu'ils soient ceux qui en sont exclus. À cette époque, j'ai renoué avec une vieille amie que j'avais à peine vue pendant les fiançailles. Nous avions passé presque tous les week-ends ensemble, mais mon fiancé pensait qu'elle était trop directe. Elle pensait qu'il était contrôlant, et j'ai lentement cessé d'accepter les invitations. Au déjeuner, après une demi-heure de conversation sans risque, elle a dit « Je me suis éloignée parce que je ne pouvais pas te regarder disparaître et ensuite défendre la personne qui t'aidait à disparaître. »
Je me suis sentie attaquée, puis honteuse. Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait. Elle l'avait fait. Je me souviens avoir rejeté ses préoccupations et l'avoir accusée de projeter parce que sa propre relation s'était mal terminée. J'ai été horrible. Tu étais sur la défensive. J'étais les deux. Nous avons reconstruit l'amitié lentement. Elle s'est excusée d'avoir disparu. Je me suis excusé d'avoir utilisé sa vulnérabilité contre elle. Plusieurs mois plus tard, elle m'a présenté une femme qu'elle connaissait par le travail. J'étais sorti avec des femmes avant mon fiancé, donc son genre n'était pas la partie dramatique. Faire confiance à quelqu'un l'était. La femme était drôle, directe et patiente sans agir comme si elle attendait que je devienne plus facile. Lors de notre premier rendez-vous, elle a mentionné une amie proche du travail. Mon corps a réagi avant mon cerveau. « Es-tu déjà sorti avec elle ?» ai-je demandé trop brusquement. Elle a eu l'air surprise. « Non, jamais. » Je me suis excusé et j'ai dit que ce n'était pas mes affaires. Ça l'est si nous sortons ensemble. Tu peux demander. Je peux répondre. J'ai attendu le roulement des yeux ou le sermon sur l'insécurité. Rien n'est venu. Elle a demandé si quelque chose s'était passé dans ma relation précédente. Je lui ai donné la version courte. Ça a l'air épuisant, a-t-elle dit. Pas de diagnostic, pas de défense d'inconnu, pas de suggestion que je l'avais imaginé. Je suis quand même rentré chez moi et j'ai paniqué. J'ai rédigé un message pour mettre fin aux choses avant qu'elles ne commencent, je l'ai effacé et j'ai envoyé, j'ai passé un bon moment. Désolé si j'ai été bizarre. Elle a répondu, tu es devenu tendu. Ce n'est pas la même chose que bizarre. La fois suivante où nous nous sommes vus, elle a dit qu'elle préférait les questions directes aux suppositions silencieuses. Je lui ai dit que je n'étais pas doué pour les questions directes. Alors entraîne-toi, a-t-elle dit. Alors je l'ai fait, mal au début. Sortir avec elle ne m'a pas guéri instantanément. Cela a exposé des habitudes que j'avais prises pour ma personnalité. Je m'excusais avant d'exprimer mes préférences. Je traitais les petits changements de ton comme des alertes météo. Si elle mettait plus de temps à répondre, je faisais semblant de ne pas m'en soucier tout en m'en souciant si agressivement que je devenais désagréable. Une fois, elle a annulé le dîner parce que son ami du travail avait une urgence familiale. J'ai dit, bien sûr que tu dois y aller. D'un ton qui signifiait clairement que j'ouvrais un procès privé. Elle m'a appelé. Es-tu contrarié? Non. Ça ressemblait à un non contrarié. J'ai failli le nier à nouveau. Au lieu de cela, j'ai admis que je me sentais menacé même si c'était injuste. Elle a expliqué l'urgence, puis a dit doucement qu'elle n'accepterait pas d'être punie pour ce que mon ex avait fait. Ça a piqué parce que c'était vrai. Je me suis excusé sans faire un discours sur à quel point j'étais endommagé. Elle a aidé son ami et nous avons parlé le lendemain. Pas de traitement silencieux, pas de comptage de points, personne n'a utilisé la dispute pour prouver que j'étais fondamentalement irrationnel. J'ai commencé à remarquer le changement dans de petits moments presque ennuyeux. Il n'y a pas eu de test dramatique ni de moment où j'ai soudainement annoncé que j'étais guéri. Parfois, la confiance ressemblait à laisser mon téléphone dans une autre pièce sans vérifier le sien. Parfois, cela signifiait croire qu'une réponse tardive était une réponse tardive. Une fois, elle a passé une soirée avec son ami du travail et j'ai fait mes propres plans au lieu de rester assise à la maison à inventer des scènes. Je sentais encore la vieille panique monter, mais je la laissais passer sans en faire sa responsabilité. Cela semblait moins excitant qu'une percée et plus comme apprendre à utiliser un muscle que j'avais ignoré pendant des années. La confiance est revenue par morceaux ennuyeux. Elle faisait ce qu'elle disait, me disait quand les plans changeaient, répondait aux questions difficiles et demandait de l'espace directement. J'ai essayé de faire de même. Pendant ce temps, notre cabinet a remporté le contrat de restauration. Le vieil immeuble était plus compliqué que prévu. L'eau s'était infiltrée par des fissures cachées. Des éléments décoratifs avaient été mal rafistolés, et chaque découverte créait plus de réunions sur l'argent. J'adorais le travail parce qu'il m'appartenait enfin. Un après-midi, un entrepreneur a soutenu qu'une section pouvait être réparée plus rapidement avec un matériau moderne. J'ai expliqué pourquoi cela échouerait visuellement et structurellement. Nous n'étions pas d'accord, nous avons testé une zone et nous avons documenté le résultat. En rentrant chez moi,
j'ai réalisé que j'avais traversé un désaccord professionnel tendu sans m'excuser d'avoir de l'expertise. Cela n'aurait pas dû sembler révolutionnaire. Ça l'a été. Les nouvelles de mon ex me parvenaient moins souvent. L'histoire qu'il a répandue a perdu de sa force après que les personnes présentes au dîner ont confirmé l'ultimatum. Ses parents ont cessé de soutenir la version qui effaçait ce qu'il avait dit. Un ami m'a dit qu'il avait déménagé dans un appartement et n'était pas avec son ex. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'étais fier de moi pendant près de 3 minutes, puis j'ai demandé si quelqu'un savait s'ils avaient essayé. La réponse était vague, et pour une fois, je l'ai laissé rester vague. Ma vieille vie ne s'est pas effondrée en une leçon de morale bien nette. Il n'a pas été puni de manière dramatique. Sa famille n'a pas publié d'excuses publiques. Son ex n'est pas devenu mon ami. Je ne suis pas devenu sans peur. Il me manquait encore parfois. J'étais encore en colère à propos du restaurant. Je me demandais encore pourquoi je n'étais pas parti plus tôt. Progressivement, ces questions ont cessé de ressembler à des accusations. Elles sont devenues des faits sur qui j'avais été, pas la preuve de qui je devais rester. Au moment de la révision finale des travaux de la façade, ma relation avec la femme était devenue assez stable pour que l'appeler ma partenaire ne me semble plus défier le destin. Elle venait souvent chez moi, mais n'a jamais traité l'accès comme une propriété. Quand je lui ai donné une clé d'urgence, elle a demandé où la garder et si elle devait toujours appeler avant d'entrer. J'ai failli pleurer pour une clé. Cela semble plus grand qu'une clé. Elle a dit que ça l'est. Je lui ai dit une fois que j'avais peur que le calme ne soit que le stade précoce de la déception. Elle n'a pas promis qu'elle ne me blesserait jamais. Elle a dit que nous nous blesserions probablement parfois, mais elle voulait que nous parlions avant que le ressentiment ne devienne un langage privé. C'était une réponse moins romantique qu'une promesse et beaucoup plus utile. Nous ne nous sommes pas précipités pour vivre ensemble ni fait de grandes promesses. Nous avons appris les habitudes de l'autre. Elle détestait les serviettes mouillées sur le sol. Je devenais irrationnel quand quelqu'un réorganisait les placards de la cuisine. Elle avait besoin de calme le matin. J'avais besoin de discuter de chaque pensée après minuit. Nous étions assez normaux pour nous agacer mutuellement, ce qui semblait plus sûr que d'être idéalisé. Mon ancienne amie est restée dans ma vie. Ma mère est devenue plus directe, parfois trop directe, comme pour compenser chaque préoccupation qu'elle avait adoucie. Mon père a cessé d'essayer de régler les émotions avec des tâches pratiques, bien qu'il ait remplacé une marche de Porsche desserrée sans demander, ce qui était sa version du respect des limites tout en tenant une perceuse. La révision finale du projet n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de grande inauguration. Il y a eu une réunion, une liste de corrections, une autre inspection et des heures passées à vérifier que les détails correspondaient au dessin. Lorsque ma partie a été approuvée, ma superviseure a dit que j'avais bien géré un champ d'application difficile et que cela renforcerait ma position pour de futurs projets. Je l'ai remerciée, je suis allé à ma voiture et je suis resté assise là 1 minute. J'ai pensé à quel point j'avais été sur le point de refuser l'opportunité. Mon ex ne l'avait jamais interdit. J'avais simplement appris à anticiper sa déception et à méditer à l'avance. Cette prise de conscience faisait encore mal, mais elle me poussait aussi à choisir différemment. Quelques semaines plus tard, j'étais à la maison en train de réviser des dessins quand mon téléphone a vibré. Ma partenaire avait envoyé un simple message demandant ce que je voulais faire ce week-end. Il n'y avait pas de nom étrange dans l'aperçu, pas d'arrangement familial caché derrière, pas de phrase à décoder. Pourtant, je l'ai lu 2 fois. Les vieilles habitudes survivent longtemps après que leur raison a disparu. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les plans étalés sur ma table à manger. Un bol de fruits, un verre d'eau à moitié vide, des copeaux de crayons près de mon carnet, les mêmes planchers inégaux, les mêmes placards têtus, la même maison qui avait été autrefois remplie de boîtes de mariage et de peur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Samedi ou dimanche. J'ai souri. Samedi est libre, ai-je écrit. Puis j'ai placé le téléphone à côté de moi et je suis retourné au dessin. C'était tout. Pas de discours, pas de prise de conscience dramatique, juste un après-midi tranquille, un message sans sous-entendu, et l'étrange soulagement de croire exactement ce qu'il disait.